Donc, à l'étape initiale, on n'a rien qui se produit. Donc, on a tout simplement le voyant ici qui est en train de clignoter. Il attend tout simplement le départ du cycle. Donc, si je clique sur marche DCY, on passe de l'étape 0 à l'étape 1 qui est ouverture de l'électrovanne A. Donc, on a l'électrovanne A ici qui est bel et bien ouverte. Et il peut donc passer de l'étape 1 soit à l'étape 2, soit à l'étape 10. Donc, si mon commutateur est positionné à produit Y, ça veut donc dire que c'est configuré à X bar dans le code. Donc, il me suffit simplement de cliquer sur S1 pour passer à l'étape 10. OK. Donc, lorsque je clique sur S1, je passe à l'étape 10 et l'électrovanne C s'ouvre. Donc, ici, on a déjà deux produits qui sont déversés dans la bascule des paysages, le produit 1 et le produit Y. Donc, si je clique maintenant sur S3, je vais passer à EVD, qui est ouverture de l'électrovanne D. Donc, le capteur S3, c'est le capteur qui nous donne l'information sur le seuil du produit Y atteint. Donc, ici, je peux donc presser S3, je relâche S1. Je passe donc à l'étape 3, qui est ouverture de EVD. Donc, lorsque EVD est ouvert, je peux donc cliquer sur S0 pour nous indiquer que la bascule de paysage est vide. Donc, l'ouverture de cette électrovanne a entraîné la vidange de la bascule de paysage. Donc, une fois que cette bascule de paysage est vide, on peut donc lancer le mixage ou alors le malaxage du produit. Donc, je désactive S3, j'active S0. Et vous voyez pertinemment que le produit est en train d'être malaxé par le malaxeur. Donc, ce travail se fera pendant 15 secondes et après 15 secondes, on va donc activer ce moteur-ci. Le moteur M2 est donc actif pour pouvoir incliner l'ensemble et le déverser dans un bac. Donc, en réalité, le symbole bleu que j'ai mis ici, c'est juste pour dire que le moteur s'y tourne pour incliner cette cuve-ci et déverser le mélange. Donc, le capteur S4 est positionné de telle sorte qu'il correspond à l'angle d'inclinaison maximale qui permet de déverser entièrement l'ensemble. Donc, c'est en fait ça. Et ça, c'est un moteur asynchrone triphasé à deux sens de marche. Donc, lorsqu'il incline cette cuve-ci, cette cuve de malaxage, il déverse tout l'ensemble et après il tourne dans le sens inverse pour ramener la cuve à sa position initiale. Donc, initialement, S5 là est pressé, mais lorsqu'on le déplace pour S4, lorsqu'on revient avec lui avant qu'il presse encore S5. Donc, c'est un peu ça. Donc ici, pour quitter donc de l'étape 5 à l'étape 6, il faut presser S4. Ici, je presse S4 et vous voyez donc que le moteur tourne dans le sens inverse matérialisé par cette couleur-ci que j'ai configurée. Et d'ici, je peux donc cliquer sur S5 pour reboucler le cycle ou alors sur ACY pour revenir à l'étape 0. Donc prenons par exemple S5. Si je prends S5 ici, je reviens ici à l'étape 1. Donc S5 ici, c'est la boucle automatique et ACY, c'est la boucle qui permet de réinitialiser le graph set, de revenir à l'étape initiale. Donc, ça veut donc dire quoi? Déjà que je suis à l'étape 1, je peux donc relancer avec la deuxième branche de cette divergence. Donc, pour lancer la deuxième branche de cette divergence, il faut que, que je bascule le commutateur à 1. Donc, ici, lorsque je bascule le commutateur à 1, ça veut donc dire que j'ai déjà choisi par défaut le produit X et il ne manque plus qu'à cliquer sur S1 pour passer à l'étape suivante. Donc, lorsque je clique sur S1, je passe à l'étape 2 et l'électrovanne B s'ouvre. Donc, j'ai déjà deux produits dans la bascule des paysages. Je presse S2 pour dire que le seuil du produit X est atteint. Donc, je peux ouvrir dans l'électrovanne D pour vider la bascule des paysages. Lorsque je vide cette bascule indiquée par le capteur S0, je peux donc lancer le malaxage du produit. Le malaxage du produit se fera pendant 15 secondes. Et après 15 secondes, on va donc incliner la cuve pour déverser l'ensemble. Donc, cela est matérialisé par le moteur M2. Donc, M2 se met en marche. Donc, généralement, dans ce genre de système, le moteur est couplé à un réducteur de vitesse qui va lui permettre d'augmenter son couple et déplacer la charge. Donc, ici, je peux donc cliquer sur S4. À S4, j'active KM22 et le moteur tourne dans le sens inverse et le cycle recommence. Donc, actuellement, je suis à l'étape 6 et pour revenir à l'étape 0, il faut cliquer sur ACY. Donc, lorsque je clique sur ACY, vous voyez bien que le graph revient à l'étape initiale et tous les actionneurs se réinitialisent. Ok, donc voilà grosso modo le fonctionnement de ce système. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un autre exercice qui est celui du graph set d'un malaxeur de produits. Alors, le système est équipé de trois cuves. On a une cuve 1 qui contient un produit 1, une cuve 2 qui contient un produit X et une cuve 3 qui contient un produit Y. Alors, la nature des trois produits n'a pas été spécifiée dans le cahier des charges. Donc, selon le cahier des charges, on va juste nous dire les combinaisons qu'il faut faire pour pouvoir ouvrir les électrovannes.
Ok, donc ici on a 3 électrovannes. On a une électrovanne EVA, une électrovanne EVB et une électrovanne EVC. Ici, nous avons une bascule de pesage. Donc, voici le symbole qu'on a mis ici à droite pour la bascule de pesage parce que c'est ici que le capteur pèse le poids des produits qui sont entrés dans la bascule de pesage. Donc ici, on va nous dire dans le cahier des charges. Ok, donc ici au niveau du cahier des charges, on dit un malaxeur reçoit des produits des cuves 1 et 2 ou des cuves 1 et 3 pesés par une bascule. Donc voici la bascule ici. Et ici on dit le choix des mélanges est obtenu par un commutateur à deux positions X bar Y. Donc on a un commutateur ici au niveau du pupitre de commande. Donc il va nous permettre de switcher soit sur le produit X, soit sur le produit Y. Et au niveau des actions, on dit EVA c'est l'électrovanne A, EVB l'électrovanne B, EVC l'électrovanne C, EVD l'électrovanne de sortie de la bascule de pesage, KM1 commande. KM1 c'est le contacteur qui commande le moteur M1. Voici le moteur M1 ici. Le moteur M1 c'est le moteur qui est responsable de turbiner le mélange qui vient de la bascule de pesage en fait. Donc puisque dans la bascule de pesage on aura un mélange de deux produits. Donc le moteur M1 sera donc responsable de malaxer les deux en fait. Donc ici au niveau de KM21, KM22, on dit commande sens 1 du moteur M2 et commande sens 2 du moteur M2. Donc ça c'est un moteur asynchrone triphasique à deux sens de marche. Ce moteur M2C et son rôle c'est de basculer le malaxeur. Parce que une fois qu'on a fini, de malaxer le produit, il est question donc de basculer le malaxeur, du moins de l'incliner pour pouvoir verser la solution finale. Donc c'est en fait ça. Donc c'est le rôle de ce moteur-ci. Donc lorsqu'il tourne, il entraîne forcément un réducteur de vitesse pour augmenter le couple. Du coup, ça va donc lui permettre d'incliner cette cuve-ci et de verser le mélange dans un bac. Donc c'est un peu ça. Au niveau du principe de fonctionnement, on dit une action fugitive sur le bouton poussoir DCY permet l'ouverture de l'électrovanne A et le pesage du produit 1 jusqu'au repère S1. Donc, une fois qu'on ouvre l'électrovanne EVA, on pèse le produit A jusqu'au repère S1. Donc, le repère S1, c'est le seuil de pesage du produit 1 en fait. Et on dit ce qui entraîne la fermeture de l'électrovanne. Donc, une fois qu'on a atteint le poids souhaité indiqué par le capteur S1, on ferme l'électrovanne A. Maintenant, on dit si le commutateur est positionné sur X, le produit 2 est pesé jusqu'au repère S2. Donc, si le commutateur est positionné sur X, on pèse le produit 2. Donc, S2, c'est le capteur qui nous signale que, en fait, le produit 2, la quantité du produit 2 est atteinte dans la bascule de pesage. Donc, tout ça, ce sont les capteurs de poids. Et on dit si le commutateur est positionné sur Y, le produit 3 est pesé jusqu'au repère S3. On dit puis l'électrovanne D s'ouvre, la bascule revient en S0, c'est normal parce que si on ouvre l'électrovanne D, ça va vider le produit qui se trouve dans la bascule de pesage et du coup la bascule sera vide. Et S0 c'est le capteur qui indique que la bascule est vide. Donc on dit S0, pas de produit. Donc c'est un peu ça. Et ici on dit alors le moteur M1 du malaxeur fonctionne pendant 15 secondes. Donc une fois qu'on a ouvert EVD pour déverser le produit dans le malaxeur va turbiner le mélange pendant 15 secondes. Et après 15 secondes, il va, du moins pendant les 15 secondes, il va homogénéiser le mélange, d'après ce qu'on dit dans le cahier des charges. Et au bout des 15 secondes, le moteur de vidange M2 est actionné et le malaxeur bascule. Donc quand on dit au bout des 15 secondes, ça veut dire une fois que les 15 secondes sont terminées, le moteur de vidange M2 est actionné et le malaxeur bascule. Alors lorsque S4 est actionné, voici le capteur S4 ici. Donc ce capteur est actionné lorsque on incline le malaxeur parce que lorsque on va atteindre l'angle d'inclinaison maximale, le capteur ici va être pressé en fait. Donc c'est un peu ça. Et on dit lorsque S4 est actionné, le moteur M2 tourne dans l'autre sens. Donc c'est en fait ça, puisque si on incline pour déverser le mélange final dans un bac, il faudra que la cuve revienne à sa position initiale. C'est la raison pour laquelle le moteur doit tourner dans le sens inverse. Donc on dit le cycle s'arrête lorsque la cuve revient en S5. Donc quand il revient là, il presse encore le capteur S5 comme initialement quoi. Donc c'est un peu ça. Et la première question qu'on demande ici, c'est d'établir le graphe de niveau 1 du système. Donc concernant le graphe du système, ici on nous a donné une souche de graphe qu'on était supposé remplir.
Donc, j'ai tout simplement rempli la souche avec les éléments d'entrée-sortie. Donc, les entrées sont généralement les boutons pour et les capteurs. Et les sorties, ce sont les préactionneurs. Donc, ici, entre l'étape 1 entre l'étape 0 et l'étape 1, on est supposé lancer le cycle en cliquant sur DCY. Donc, on nous a déjà proposé quelques boutons ici au niveau du pupitre de commande, notamment marche DCY, arrêt AT, produit X ou Y. Donc, ici, lorsque je clique par exemple sur départ cycle, la première chose à faire, c'est que j'ouvre l'électrovanne A. D'après ce qu'on a indiqué dans le cahier des charges, lorsqu'on clique sur départ cycle, on doit d'abord ouvrir l'électrovanne 1. Et lorsqu'on ouvre l'électrovanne 1, on attend que le premier produit entre dans la bascule de paysage jusqu'à atteindre le poids indiqué par S1. Donc ici, j'ai mis une divergence en haut. Pourquoi? Parce que ici, pour turbiner le mélange, ici, on a deux compositions à faire. On a soit 1 et X ou alors on a soit 1 et Y. Donc, selon ce qu'on a indiqué ici, le capteur S2 produit cuve 1 et X et le capteur S3 produit cuve 1 et Y. Donc, c'est pour ça que vous allez voir S2 et S3 au niveau de la convergence en haut ici. Donc, c'est soit j'ai S1 et X, soit j'ai S1 et Y. Donc, ce sont les deux combinaisons qu'on veut ici en fait. C'est pourquoi j'ai mis une divergence en haut ici. Donc, si j'ai S1 et X, alors le capteur S2 va m'indiquer, ici on dit produit cuve 1 et X. Donc, le capteur S2 va m'indiquer le poids du produit cuve 1 et X. Et lorsqu'il sera atteint, je vais donc ouvrir l'électrovanne D. Donc, c'est pourquoi ici, à l'étape 3, je vais ouvrir l'électrovanne D. Pareillement, si le capteur S3 me dit que si j'ai ouvert l'électrovanne, plutôt l'électrovanne C, ça veut donc dire que lui, il a pesé le poids du produit 1 et Y, en fait. Donc, on a deux combinaisons ici, comme je l'ai dit tantôt, soit S1 et X, soit S1 et Y, indiquées par ces deux capteurs-ci. Donc, qu'importe la voie que j'ai prise, une fois que ces deux capteurs-ci ont indiqué le poids qu'il faut, je peux donc passer à EVD. Donc, EVD, c'est ouverture d'électrovanne D. Et lorsque j'ouvre dans l'électrovanne D, je vais donc vérifier qu'il n'y a pas de produit dans la bascule de paysage. Puisque lorsqu'on ouvre l'électrovanne D, ça vide la bascule de paysage. Donc, il faut absolument que le capteur nous donne l'information que cette bascule est vide en attendant le prochain cycle du graph 7. Donc, ici à l'étape 4, on est supposé lancer le moteur qui va malaxer le mélange. Donc, le moteur de malaxage du mélange s'appelle M1. Donc, son contacteur, c'est KM1 ici. Et il est mis en marche pendant 15 secondes. Donc, c'est la raison pour laquelle à l'étape 4, on a deux actions, KM1 et T égale à 15 secondes. Et ici, au niveau de la réceptivité, on a T bar X4 bar 15 secondes, qui est la tempo de fin d'exécution de cette tâche. Donc, après ça, on passe donc à l'étape 5. Si on a fini de malaxer le mélange, il est donc question d'incliner cette cuve de malaxage pour qu'elle puisse déverser la substance finale dans un bac. Et pour incliner donc cela, on a donc utilisé un moteur à deux sens de marche triphasé qui s'appelle M2. Donc, lorsqu'on actionne KM21, ici on va donc incliner toute cette cuve-ci à partir de ce moteur-ci, qui d'ailleurs est équipé également d'un réducteur de vitesse pour augmenter son couple. Et lorsqu'il va donc atteindre son angle d'inclinaison maximale, il va toucher le capteur S4. Et lorsqu'il va donc toucher le capteur S4, c'est pile au moment où il aura déjà vidé toute la substance qui se trouve dans le malaxeur. Donc, ça va donc permettre que le malaxeur revienne à sa position initiale. Donc, lorsqu'on va donc actionner KM22, le moteur va tourner dans le sens inverse et le malaxeur va revenir à sa position initiale, presser le capteur S5. Donc, ainsi de suite, le cycle va recommencer. Et si on dit, si on presse S5, on revient directement ici au-dessus de l'étape 1. Donc, ça, c'est la boucle automatique du graph 7. Normalement, pour revenir à l'étape 0, il faut passer par un bouton pour soit arrêt cycle. Donc, on va revenir ici dans Edit SAP et on va essayer de modifier le graph 7. Donc, ici, on va dire pour revenir à l'étape initiale, il faut cliquer sur arrêt cycle. Donc, on va prendre une autre réceptivité ici. Donc, je prends par exemple cette réceptivité-ci. Je mets le bouton pour soit, je mets la réceptivité ici ACY. Donc, ici, je mets ACY.
Ok, donc pour le graph du système, vous allez remarquer que après l'étape 6, on a deux reprises d'étapes ici. Donc, pour la boucle automatique du graph si le capteur F5 est activé, on va revenir à l'étape 1 et on va encore activer l'électrovanne A. Maintenant, si le cycle est terminé, c'est-à-dire si on a appuyé sur ACY, on va tout simplement revenir à l'étape 0. Donc, on va aller programmer le graph On doit concevoir son IHM et on doit lancer une simulation pour voir le comportement. Donc, il est question pour nous d'ouvrir Tia Portal au bureau, de déclarer les variables et de programmer le graph Ok, donc à ce niveau, on passe sur créer un projet. Si on va nommer le projet Malaxeur Programmation graph Malaxeur de produits. Ok. Donc, ici, on va cliquer sur créer. J'ai laissé l'enregistrement au bureau. Je clique sur créer. Ok. Donc, on va aller sur configurer un appareil. On va choisir un CPU. Donc, un processeur qui va nous permettre de programmer le graph Donc, on part dans contrôleur. Simatic S7200 CPU. Il y a plusieurs types de CPU. Je vais prendre le 1214. 1214 DC. Je prends la dernière version. Je clique sur ajouter. Ok, donc je vais aller déclarer les variables avant de venir programmer le graph Donc, ici, on va double-cliquer sur table des variables standard. On déclare toutes les variables utiles. Donc, je commence par la variable graph C'est une variable entière. Donc, son type de données, c'est un int. Au niveau des adresses, je vais mettre pourcentage MW. Mais par exemple, pourcentage MW5. Et je déclare les autres variables système. Donc, ici, on a DCY. DCY, c'est un bouton pour soi. Donc, c'est une variable booléenne. Je mets l'adresse pourcentage ME 1.0. Maintenant, je viens, je déclare les capteurs. Ici, on a S1 jusqu'à S5. Donc, je vais faire la recopie de S1 à S5. Après, j'ai X. Donc, ici, c'est de S0 à S5. Donc, je vais faire la recopie. Je vais ajouter une autre ligne ici. OK. Donc, ici, j'ai X. Ensuite, j'ai Y. Ensuite, j'ai EVA, EVB, EVC, EVD. Pour les contacteurs, j'ai KM1, KM21, KM22. J'aurai une variable qui va porter la fin de tempo, du moins la temporisation en secondes. Donc, je vais appeler ça T4 parce que la variable là, c'est la tempo là est située à l'étape 4. Donc, je vais appeler ça T4 en secondes. T4 en secondes. C'est une variable de type dInt. Bon, cette variable là, je vais la déclarer lors de la programmation. Donc, je vais d'abord effacer ça. Ici, j'aurai ma variable ACY, arrêt cycle. Ensuite, j'aurai M1 en rotation. Donc, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est M2 en rotation. Donc, M1 et M2, on connaît tous le rôle des deux moteurs. Il y a un qui est responsable de malaxer le mélange et l'autre pour incliner la cuve. Donc, ça, c'est pour les objets animés. M1 en rotation, M2 en rotation. Ensuite, j'ai une variable qui s'appelle turbiner mélange. Et j'ai le voyant marche, le voyant de marche ou d'arrêt cycle. Ok. Donc voilà toutes les variables que j'ai déclarées. Étant donné que je vais utiliser le clock pour animer, pour me faire mes animations, je vais venir activer ça rapidement ici. Donc c'est dans la configuration des appareils qu'on active le clock. Vous venez dans Memento Système et Memento de cadence, vous activez le clock. Donc lorsqu'on active le clock,
on se rend compte qu'il nous donne plusieurs variables ici, donc plusieurs fréquences de 0,5 Hz jusqu'à 10 Hz. Donc, c'est 8 variables au total. Vous voyez que les adresses vont du pourcentage M0.0 à pourcentage M0.7. Donc, lorsqu'on active le clock, les variables du clock viennent s'ajouter automatiquement dans la table des variables. Donc, voici ça ici en bas. Je peux donc revenir dans bloc de programme, j'ouvre main OB1 et je programme le graph 7. Ok, donc, avant de programmer le graph 7, dans main OB1, je vais d'abord venir l'initialiser dans l'OB Startup. Donc, notre graph 7 commence à l'étape 0. Donc, je vais l'initialiser à l'étape 0. Ok. Donc, pour l'initialisation, on utilise constamment bloc move si on n'a pas utilisé la méthode set reset. Donc, ça, c'est la méthode graph 7 avec comparateur que je vais utiliser. Donc, je mets 0 à l'entrée et la variable graph 7 qui est à la sortie va hériter du numéro ci. Et ça va permettre d'activer l'étape 0. Je viens donc ici, je vais nommer tous mes différents réseaux, tant pour moi. Donc, ici, c'est programmation, de transition et étape. OK. Donc, je regarde mon graph 7. Lorsque je regarde mon graph 7, pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, il faut faire x0 fois dcy. Donc, x0 ici, dans la logique des comparateurs, on remplace x0 par comparaison du graph 7 à l'étape 0. Donc, ici, je prends un comparateur, je compare mon graph 7 à l'étape 0. Ici, je prends un contact normalement ouvert pour dcy et je prends un bloc move pour activer l'étape 0 du graph 7. Pour activer l'étape 1, pardon, du graph 7. Et je constate que il y a deux conditions pour activer l'étape 1. Donc, la première, c'est de comparer le graph 7 à l'étape 0 et valider dcy. La deuxième, c'est de comparer le graph 7 à l'étape 6 et valider S5. Donc, je peux copier cette ligne-ci, CTRL-C. J'ouvre une branche ici, je fais CTRL-V. Ici, je ferme la branche. Je compare le graph 7 à l'étape 6 et je fais S5. Ok, donc ces deux conditions me permettent d'activer l'étape 1 du graph 7. Donc, j'ouvre d'autres branches. Ok, donc je copie par exemple la première ligne ici. Je viens coller ici. Je vais activer l'étape 2 du graph 7. Pour passer de 1 à 2, il faut comparer le graph 7 à l'étape 1 et valider cette réceptivité-ci. Donc, S1 et X. Donc, ici, je compare le graph 7 à l'étape 1. Ensuite, je vais faire S1 et X. Donc, ici, je mets S1. Et ici, je mets X. Ça me permet d'activer l'étape 2. Et également, étant à l'étape 1, je peux activer aussi l'étape 10. Donc, je vais rapidement faire pour l'étape 10 ici. Parce que je vais utiliser le même comparateur. Donc, j'ouvre plutôt une divergence ici. Je copie tout ça. CTRL-C, je fais CTRL-V. Ici, j'aurai S1 et Y. Et cela me permettra d'activer l'étape 10. OK. Maintenant, dans mon graph 7, je vais utiliser, étant donné que je vais utiliser un commutateur, à un moment donné, je serai obligé de remplacer Y par le complément de X. Parce que le commutateur, c'est un switch. Donc, si je quitte de 0 à 1, ça veut donc dire que cette même variable qui était à 0, je l'ai complémentée. Donc, on va y revenir sur ce contact-ci. On va remplacer Y par X bar. Donc, on continue. Ici, je vais passer de l'étape 2 à l'étape 3. Donc, ici, je constate qu'il y a une convergence pour arriver à l'étape 3. Donc, pour arriver à l'étape 3, il faut faire x2 fois s2 ou alors x10 fois s3. Donc, je vais utiliser deux comparateurs. Donc, je prends le premier. Je compare le graph 7 à l'étape 2. Je fais fois s3. Et je prends le bloc move. CTRL-C, CTRL-V pour activer l'étape 3. Ici, c'est S3. Donc, X2 multiplié par S2 plutôt. X2 multiplié par S2. OK. Et ici également, on aura, je copie cette ligne-ci. On aura le comparateur à l'étape 10. Et la réceptivité qui suit, c'est S3. Et ça me permet de valider l'étape 3. Donc, je viens de gérer deux choses. Une divergence en haut, qui est celle-ci, et une convergence en haut, qui est celle-ci. Donc là, maintenant, je veux passer de l'étape 3 à l'étape 4. Donc, pour passer de 3 à 4, il faut faire x3 multiplié par x par s0.
Donc X3, c'est toujours le comparateur que je vais utiliser. Donc, je copie ça. Et bien, je colle ici. Donc, je compare le graphe 7 à l'étape 3. Je fais fois S0. Ça me permet d'activer l'étape 4. OK. Maintenant, étant à l'étape 4, je dois utiliser le contact auxiliaire de fin de temporisation. Donc, c'est quand je vais programmer le bloc tempo dans les actions que je vais revenir ici mettre son contact auxiliaire. Donc, ici, je suis à l'étape 4. En mettant le contact auxiliaire du bloc tempo ici, je vais valider l'étape 5. Donc, je laisse d'abord ça comme ça. Je continue. Ici, je suis à l'étape 5. Lorsque je suis à l'étape 5, je vais cliquer sur... Je dois vérifier le capteur S4 pour passer à l'étape 6. Donc, d'après le graphe 7, passer de 5 à 6, on vérifie S4. Donc, ici, il y a la dernière partie, le passage de 6 à 0. Donc, je vais faire un CTRL V ici. Je compare le graphe 7 à l'étape 6. Ici, j'ai deux contacts. Donc, au niveau de mes réceptivités, j'ai S5 et ACY. Donc, ici, je vais mettre S5. Et ici, je vais mettre ACY. Ça me permet d'activer l'étape 0 du graphe 7. Donc, j'ai fini avec les transitions. J'efface cette branche ici. Je viens maintenant programmer les actions. OK. Donc, j'ai combien d'actions sur mon graphe 7? Je compte ça rapidement. J'ai l'action associée à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 10, à l'étape 3, 4, 5, 6. OK, donc je commence par l'action associée à l'étape 1. Et je constate qu'aucune action n'est répétée. Donc, je n'ai pas à mettre les contacts en parallèle. Donc, je commence par l'action associée à l'étape 1. Je vais rapidement comparer mon graphe 7. Donc, je dis si je suis à l'étape 1. Donc, si le graphe 7 est à l'étape 1, alors valide l'action EVA. Donc, c'est-à-dire ouvre l'électrovane A. Je copie cette ligne, CTRL-C. Je viens ici, je fais CTRL-V. Donc, si je suis à l'étape 2, valide EVB. EVB, selon le graphe 7. À l'étape 2, EVB. À l'étape 10, EVC. Donc, ici, je fais rapidement pour l'étape 10. EVC. OK. Donc, si je suis à l'étape 3, EVD. Ici, je mets 3. Ici, je mets EVD. OK, je continue. Si je suis à l'étape 4, je fais KM1 et T égale à 15 secondes. Donc, lorsque j'ouvre cette branche ici, c'est pour prendre un bloc tempo. Donc, je vais prendre un tonne et je vais appeler ça tempo associé à l'étape 4. Donc, c'est pourquoi je mets T4. Et ici, le preset time, c'est 15 secondes. Donc, la consigne du temporisateur. Et l'action qui est sur cette bobine-ci, c'est KM1. OK. Donc, je viens de programmer KM1 et T égale à 15 secondes. Il reste KM21 et KM22. Donc, KM21, KM22, c'est pour les deux derniers. Donc, ici, je compare simplement mon graphe 7 à l'étape 5 et à l'étape 6. Donc, ici, je suis à 5. Ici, je suis à 6. Ici, j'ai KM21. Et ici, j'ai KM22. OK. Donc là, je viens de définir la programmation des actions. Je reviens au niveau des réceptivités. Je devais mettre le contact auxiliaire de fin de tempo ici, T4.Q. Je viens de mettre. Donc, je vérifie. Là, il n'y a pas de souci. Ailleurs, j'enregistre. Donc, une fois que c'est fait, je passe rapidement à l'IHM. Bon, avant de passer à l'IHM, il y a certains éléments que je dois prendre en compte. Par exemple, il y a la tempo aussi que je suis supposé afficher ça en secondes. Donc, je vais utiliser un bloc de division pour convertir parce que le bloc time aussi là, comment dirais-je, la tempo qui sort sur la broche ET ici là est exprimée en millisecondes. Donc, du coup, pour afficher ça en secondes du côté de l'IHM, il faut utiliser un bloc de division pour prendre la valeur et diviser par 1000. Parce que pour passer de millisecondes à secondes, il faut diviser par 1000. Donc, ici, je vais mettre conversion tempo. Conversion tempo en secondes.
Ok. Donc ici, je vais simplement utiliser un bloc de division. Donc sur ce bloc de division, c'est une variable de type dInt. Donc je vais prendre la sortie du bloc tonne. Et à chaque fois, je vais prendre cette valeur et diviser par 1000. Donc ici, je fais T4.Q.ET, pardon. Et je divise par 1000. Et la valeur que j'ai ici, c'est quand c'est tempo en secondes. Temps de mélange en secondes. Ok. Donc temps de mélange en secondes, je définis la variable directement ici. Pourcentage MD8. Ok. Donc c'est cette variable que je dois affecter au champ IHM. Donc là, je continue. Ici, j'ai d'autres paramètres comme les animations. Donc, étant donné que je dois animer la rotation du moteur, du malaxeur, et également, je dois animer la rotation du moteur qui permet de pivoter la cuve. Donc ici, je dois écrire animation, bon, gestion des animations en fait. Gestion des animations. Ok. Donc, je commence par KM1. Ici, je mets KM1. Pour chaque animation, je dois utiliser un clock. Donc ici, je prends le clock du 5 Hz. Ok. Donc ici, je dois animer le mélange à turbiner et je dois également animer la rotation du moteur 1. Donc ici, je mets la première bobine. Ici, j'ouvre une branche, je mets la deuxième. Donc ici, j'ai M1 en rotation et ici, j'ai turbiné le mélange. Ok. Donc les deux là doivent être commandés par le clock. Ensuite, je dois animer la rotation du moteur M2. Donc lui, il est commandé par le contacteur KM21 et KM22. Ok. Donc ici, je vais ouvrir une branche pour mettre KM22. Je ferme la branche. Ici, je mets KM21. Ici, je mets KM22. Ici, je mets le clock. Je vais mettre par exemple un clock de 5S toujours. Et ici, je mets M2 en rotation. Ok. Donc là, j'ai fini avec la gestion des animations. Donc, je peux maintenant aller faire l'IHM. Ok. Pour la gestion des voyants, avant d'aller au niveau de l'IHM, pour la gestion des voyants, c'est mieux qu'on fasse ça rapidement. Lorsque je regarde par exemple, ici, on a arrêt AT, on a marche DCY et on a produit X ou Y. Donc, on aura deux voyants ici, un voyant pour l'arrêt, un voyant pour la marche. C'est mieux qu'on programme ça directement. Gestion des voyants. Ok, donc ici, on aura DCY. On a un contact normalement fermé pour l'arrêt du cycle. Et on a notre bobine, voyant marche ou arrêt. Et ici, on doit faire l'auto-maintien. Ok, donc ici, j'ai DCY. Ici, j'ai ACY. Ici, j'ai voyant, marche ou arrêt que je vais auto-maintenir. Ok. Donc ici, on va aller sur ajouter un appareil. Simatic PC System. On part dans Application Simatic HMI. Ici, on va prendre une CCR de Advanced. On clique sur OK. Ok, donc ici, on va insérer le module de communication sur notre Simatic PC Station. On déroule Profinet Ethernet, on prend IE général, on vient le positionner sur ce rack-ci en fait. Une fois que c'est bon, on vient dans Vue de réseau. Lorsqu'on est dans Vue de réseau, ici, il est question de connecter le PLC1 avec le PC Station. Donc ici, je vais connecter d'abord les deux ici. Je clique sur liaison. Ensuite, je connecte ça et ça. Ok, donc dès que j'ai les barres bleues, ça veut dire que la liaison est parfaite. Donc, je peux maintenant venir ici, du côté du DHM, je déroule HMI RT Advanced. Je pars dans paramètres sur runtime, je choisis la taille de mon écran. Prenons par exemple un écran de... Bon, revenons d'abord dans Vue.
On essaye de voir la taille de l'écran qui s'est affiché là-bas. On passe sur ajouter une vue. Ok, donc cette taille-ci, elle n'est pas suffisante. Je reviens dans paramètres runtime. Je prends un écran qui a une taille par exemple de 1400. 1440 x 900. Ok. Donc je reviens dans vue 1. Ok. Donc la taille de cet écran me rassure. Donc je peux continuer mon travail. Je change la couleur de fond. Ici, je mets cette couleur rouge ici. Je vais mettre l'outil image pour importer mon graph7. Donc j'espère que cette partie que j'ai à droite va suffire. Donc là, je pars dans le général. Je pars chercher le graph7 que j'ai sauvegardé au bureau. Donc ici, j'ai graph7 cahier des charges. Graph7 malaxeur. Ok. Donc j'importe ça. Donc voici mon graph7. Je vais essayer de réduire. Ok. Donc là, c'est mon graph7 que je viens d'importer. Ici à droite, je vais essayer de faire rapidement le système, de dessiner mon système. Donc ici, j'aurai trois trémies. Donc je vais prendre par exemple ce symbole-ci. Je le positionne comme ceci. Je remonte sa hauteur. Je fais la recopie. Ici également, je fais la recopie. Ici, je fais l'alignement horizontal. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je vais nommer, parce que au niveau du cahier de charges, ils ont nommé ça 1x et y. Ok. Donc, ici, je vais prendre l'outil A. Je viens, je le positionne comme ceci. J'appelle ça cuve. Ça, c'est cuve X. Si je mets la cuve ici, je vais mettre cuve 1 en bas. Je vais essayer d'augmenter la taille. Je mets la taille par exemple à 25. Ici, je mets la taille à 21. Ici, je dois mettre le fond en blanc. Donc, je vais faire par exemple le clic 3. Je passe sur propriété, représentation. Je mets motif de remplissage plein. Ok. Donc, je vais laisser le fond blanc ici. Je vais faire. J'ai l'impression qu'il faut encore augmenter la taille. Ok. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. Ou alors, je fais tout simplement la recopie. Donc, j'appuie sur CTRL, je maintiens, je glisse comme ceci. Je glisse également comme ceci. Ok. Donc, ici, c'est la cuve X. Et ici, c'est la cuve Y. Ok. Bon, là, je vois qu'on a mis cuve 1, cuve 2, cuve 3. Ici, je mets cuve 1. Ici, je mets cuve 2. Et ici, je mets cuve 3. Donc là, je fais l'alignement vertical. Ici, je fais également l'alignement vertical. Ici, je fais l'alignement vertical. Julie, éteins ton réveil, non? Bon, ici, j'ai 3 électrovannes. Bon, je vais prendre les électrovannes dans la souche des composants. Donc, je viens ici, je prends ce module ici, je le positionne comme ceci. Je pars dans les propriétés.
Je pars dans Général. Ici, j'ai plusieurs composants. Donc, je vais aller dans les vannes. Je vais prendre ce composant-ci. Ça, c'est une électrovanne. Je prends celui-ci. Il est pivoté dans le bon sens. Donc, je vais essayer de réduire son épaisseur. J'active la rotation. Et je renvoie la tête d'électrovanne vers le haut. OK. Donc, on appelle ça l'outil miroir. Ici, je vais positionner l'électrovanne juste en bas de la cuve 1. Donc, je vais double-cliquer sur ça. Je vais aller dans représentation. Je change le style de remplissage. Je mets à ombré. Ici, je mets la couleur d'affichage lorsque le bit est encore à 0. Ici, je mets en background. OK. Donc, une fois que mon électrovanne est positionné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais configurer. Je pars dans animation, représentation. Parce qu'il est question pour moi de configurer cette électrovanne pour faire la recopie et faire pour les autres une fois, pour gagner en temps. Donc ici, j'ai EVA. Bon, je n'ai pas encore déclaré les variables IHM. Je reviens dans variable IHM. Je vais copier toutes les variables PLC. Donc ici, je sélectionne toutes les variables PLC. CTRL-C. Je viens dans la table des variables standard IHM. Je fais CTRL-V. OK. Donc, ça va me permettre de gagner en temps. Maintenant, les variables qui contiennent les objets animés comme M1 en rotation, M2 en rotation, turbinage, turbiné mélange, ce sont les variables qui réagissent très vite. Donc, l'IHM aura tendance à réagir plus vite que le PLC. Du coup, il faut réduire, augmenter sa période de cycle, je veux dire. Donc, lorsque je mets à 100 millisecondes, c'est pour que les deux puissent être en phase. Donc, je fais la recopie ici. Donc, toutes ces variables où j'ai mis à 100 millisecondes sont les variables qui sont commandées par le clock. Donc, ici, je vais réduire cette fenêtre-ci. Je réduis également celle-ci. Je reviens ici. Ici, j'ai la variable EVA. Donc, je vais dire que chaque fois que ton bit interne est à 1, tu vas changer ta couleur d'avant-plan. Donc, tu vas passer à la couleur verte. C'est la même chose que je vais faire pour le reste. Donc, je fais la recopie ici. Je fais également la recopie ici. OK. Donc, là, je viens de positionner mes trois électrovannes EVA, EVB, EVC. Donc, ici, je vais simplement associer chaque variable à son électrovanne. Ici, c'est EVB. Ici, c'est EVC. OK. Donc, ici, je vais nommer mes électrovannes. Je commence par celui-ci. Ça, c'est l'électrovanne A. Et ici, je vais un peu essayer de réduire la taille. Je vais mettre par exemple à 25. OK. Donc, ça, c'est l'électrovanne A. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, c'est l'électrovanne B. Je fais encore la recopie. Ça, c'est l'électrovanne C. OK. OK, donc pour la bascule de mélange, je vais dessiner ça à partir du symbole C dans l'objet de base. Donc ici, je vais venir cliquer ici. Je vais essayer de faire un trapèze. Donc pour la bascule de paysage, on va utiliser ce symbole dans l'outil de base, dans les objets de base. Donc, je vais dessiner un trapèze juste en bas des trois cuves. Donc après l'électrovanne EVA, EVB et EVC, je dessine un trapèze ici pour collecter les différents mélanges. Ici, je vais essayer de positionner ça comme ceci. OK. Donc là, je vais dépositionner ma bascule de paysage. Je vais légèrement agrandir. Aux extrémités, on a les capteurs qui permettent d'indiquer les seuils de paysage.
Donc, je vais prendre les capteurs pour indiquer les seuils de pesage. Je prends toujours la souche des composants. Je viens ici dans Général. Bon, étant donné que dans la souche des composants, on ne trouve pas un capteur de poids. Il n'y a pas un capteur de poids dans la souche des composants de Tia Portal. On va prendre un simple capteur de niveau, peut-être ce capacimètre de radiofréquence pour s'en servir. On prend par exemple le capteur ici. On va venir le positionner ici. Ici, je vais aller sur représentation, style de remplissage ombré. Je mets par exemple cette couleur, une bonne couleur par défaut. Couleur bleue, ok. On met cette couleur bleue ici par défaut. Ici, je vais réduire la taille du capteur. Donc, ce capteur, je vais l'appeler S1. Et ici, en bas, je vais appeler l'autre S2. Donc, S1, c'est le seuil de produit QV1. S2, c'est le seuil produit QV1 et X. Donc, je vais recopier ce message, par exemple, ici. Je vais appeler ça seuil. Seuil produit QV1. Et en bas, je fais la recopie, CTRL-C. Je fais seuil produit QV1 et X. Et là, je valide. Donc ici, je vais nommer S1. Que le caractère, c'est trop gros. Si je veux mettre S1. Ici, je vais appeler S2. Ici, je mets seuil produit QV1 et Y. OK. Et ici, je vais mettre bascule vide. Donc, bascule vide, c'est le capteur S0. Je vais prendre ce capteur-ci, je vais le ramener ici. J'active la rotation. Je rapproche légèrement le capteur, comme ceci. Ici, je vais nommer ça S3. Ça, c'est le capteur S3. Et en bas, je fais par exemple la copie des deux ici. Donc ici, j'ai S0. Okay. Donc S0, c'est le capteur qui indique que la bascule est vide. Donc je vais rapidement associer les variables à ces différents capteurs. Et également, je pars dans représentation. Je vais dire que chaque fois que tu vois la variable S1 à 1, tu passes directement à la couleur verte. Donc chaque fois que le capteur S1 sera pressé, il va devenir vert. Puisqu'on a changé son style de remplissage, on a mis à ombre. Donc ça va changer la couleur d'avant-plan. Et ici à S2, je cherche S2. Ici, je suis à S3. Je cherche S3. Et enfin, je suis à S0. Je mets S0. OK. Donc là, je positionne bien les nomenclatures S0 et S3. Ici, j'ai S2. Ici, j'ai S1. Donc, j'enregistre progressivement. Ici, juste en bas de la bascule, j'aurai l'électrovanne D. Donc ici, je vais faire la recopie de cette électrovanne. Bon, je vais essayer de monter légèrement avec tout l'ensemble. Donc, il faut que ça touche les électrovannes directement. OK.
Donc, ici, je vais rapidement chercher une cuve. Donc, avant la cuve, il y a d'abord l'électrovanne. Je fais la recopie. Je vais coller ici. Je vais agrandir cette électrovanne. Ok. Donc, ça, c'est l'électrovanne D. Je vais faire d'abord la recopie de ce chiffre-ci. Ici, j'efface ça. Je fais CTRL. Je mets D ici. Donc, ici, on a l'électrovanne D. Ok. Donc, ici, c'est la sortie de la bascule de pesage. Donc, maintenant, je vais chercher une cuve. Donc, pour la cuve, on peut faire la recopie de ce composant comme souche. On part dans propriétés, paramètres, en général, pardon. On va aller dans on a les cuves quelque part là. Ok. Donc, on a des différentes cuves ici. On va chercher une cuve qui est déjà ouverte. On peut prendre par exemple celle-ci. Ou alors celle-ci. Ça, c'est une trémie. Ça, c'est un conteneur. C'est mieux de prendre cette trémie-ci. Ici, je vais activer la rotation. Je tourne ça comme ceci. Ici, je vais essayer d'agrandir. J'agrandis également comme ceci. Maintenant, je vais chercher le mixeur. Parce que c'est le mixeur qui va me permettre de turbiner le mélange qui se trouve dans la trémie ici en fait. Donc ici, je vais venir dans graphique. Je pars dans animate. Ici, je vais prendre deux objets animés pour le mélange. Donc ici, lorsqu'on veut prendre les objets animés pour le mélange, on se rassure que on est en train de prendre un objet qui montre le départ du fluide. Peut-être si je prends par exemple le premier ici, le départ du fluide qui est d'ici pour monter avant de faire une sinusoïde. Ici, si je prends celui-ci, on observe bien qu'il commence plutôt par le bas et il monte avant de faire semblant de redescendre. Donc, l'idéal, c'est de prendre les deux ici, comme ça, en pivotant avec l'outil clock. On aura une sensation de, de mixage, quoi. Donc, je vais essayer de positionner les deux ici. Je vais d'abord agrandir. OK. Donc, quelles sont les variables du pilotage de cet objet? Revenons dans main OB1. Et pas dans gestion des animations. J'ai M1 en rotation et j'ai turbiné mélange. Donc, c'est turbiné mélange qui va entraîner euh, on appelle encore ça quoi là? L'animation aussi en fait. Donc, ça, c'est un objet animé. Je fais un double clic. Je viens dans animation, je pars dans visibilité. Ici, je vais chercher sa variable de pilotage. La variable de pilotage de ce monsieur, c'est turbiné mélange. Ici, je vais dire que chaque fois que le bit interne de turbiné mélangé à 1, rend-le visible. Et ici, je vais dire chaque fois que le bit interne de turbiné mélange est à 1, rend-le invisible. Donc, on va s'amuser avec ça comme ça. À chaque fois, il y aura un qui est visible, l'autre invisible, et ça va donner une sensation de rotation. Donc, je prends le premier, je le positionne ici. Je me rassure qu'il est en avant-plan. Donc, il suffit de mettre juste celui-ci en arrière-plan. Je vais essayer d'agrandir. OK. Donc, pour positionner celui-ci exactement ici, il suffit de regarder dans mise en page. Ici, on vient dans mise en page, on regarde les dimensions. Donc, ici, on a la position, la taille. On a la taille et la position de l'objet. Donc, la taille, c'est ceci que vous voyez ici sur la deuxième colonne. 251, 157. Donc, ça, c'est la taille en largeur et en hauteur. Donc, je vais d'abord donner cette taille ici au deuxième ci. 251, 157. Je viens ici, je mets 251, 157. OK. Donc, je viens de lui donner la même taille. Vous voyez que les deux sont déjà identiques. Donc, maintenant, il est question de positionner celui-ci exactement ici. Donc,
il faut que je prenne les coordonnées suivant X et Y de celui-ci pour attribuer à celui-ci. Donc ici, j'ai 907 490. Je mets la même chose ici, 907 490. OK. Donc, vous voyez que les deux se sont regroupés au même point. Donc, il faut toujours se rassurer que la cuve est en arrière-plan, au risque de cacher un objet et lors de l'animation, vous ne le voyez pas. Donc, c'est en fait ça. Maintenant, j'ai pris deux objets animés. Je vais aussi aller dans Mixeur. Je viens ici sur Mixeur. Je vais chercher deux objets pour animer la rotation du malaxeur. Je vais prendre deux objets ici. Voilà. C'est avec ça que je vais mixer le mélange. C'est tout ça qui forme le malaxeur en fait. Donc, je prends le tout premier, je viens le positionner comme ceci. Et je me rassure qu'il est en avant-plan. Je le positionne comme ceci. Il est supposé être à la sortie de l'électrovanne. Je vais essayer de réduire ça comme ça. Je positionne celui-ci comme ceci. OK. Donc, je vais prendre les dimensions du premier. Dans les dimensions du mixeur, si je vais attribuer ça au deuxième. Donc ici, dans mise en page, je me rends compte que la taille en largeur et en hauteur, j'ai 81 209. Donc je vais attribuer ça au, au mixeur ici en fait. Donc ici, j'ai 81 209 209. OK, donc les deux objets sont à la même dimension. Maintenant, je vais les positionner au même point. Donc, les coordonnées suivant X et Y du premier, c'est 998 415. Pour le deuxième, je vais mettre également 998 et 415. OK. Donc là, je viens de positionner les deux objets. Je vérifie qu'ils sont positionnés en avant-plan. Au risque de perdre un objet lors de la simulation. Donc, je vais enregistrer le projet progressivement. Là, je viens de finir avec la partie du malaxeur. Donc, ici, il y a un champ d'entrée-sortie qu'il faut mettre pour la tempo. Parce qu'on a une tempo de 15 secondes ici au-dessus du mixeur. Donc, je vais prendre un champ IO. Je viens ici dans éléments. Je prends le champ IOC avec 0,12. Je vais lui donner la variable de sortie du bloc de division qui nous a permis de convertir le temps en secondes. Donc, je vais double-cliquer sur le champ IO. Je pars dans Général. Je vais aller dans table des variables PLC, variable API. Je cherche le temps de mélange en secondes. Voilà. Alors, ici, je vais faire une troncature à deux chiffres. Parce que la tempo, c'est 15 secondes. Donc, ça va prendre deux caractères dans le champ ci. Et l'unité, c'est seconde. Donc, je vais venir dans représentation. Je crée l'espace. Je mets seconde et je valide. Maintenant, ici, il faut centrer les écritures dans le champ. Donc, pour centrer, si on clique ici, on vient sur le bouton bleu. On essaye de centrer les écritures dans le champ. OK. Donc, ici, je vais adresser le champ. Je vais mettre temps de malaxage. Donc, je peux faire la recopie du caractère ici. Je viens ici, je colle, je mets temps de malaxage. OK. Bon, je vais changer la couleur. Je mets la couleur noire. Je fais la même chose pour les autres couleurs noires. Seuil produit cuve 1, je mets ça en noir. Seuil produit cuve 1 et X, je mets ça en noir. Je sélectionne les trois ici. Je mets la couleur noire. OK. Donc là, je peux continuer. J'ai fini avec tous les éléments qui sont en amont. À la sortie du malaxeur, on a le capteur S5. On a notre capteur S5 qui est juste ici en bas. Je vais double-cliquer. Bon, je prends la souche sur le capteur S2. Je double-clique sur S2. Je pars dans Général. Je cherche la rubrique capteur. Donc, au niveau de la rubrique capteur, je prends le premier transmetteur du niveau. Je vais le positionner juste en bas du malaxeur. Donc, celui-ci va s'appeler S5. Je vais un peu essayer d'agrandir. Et je le rapproche de la cuve. Parce que chaque fois que S5 sera pressé, on va revenir à l'étape 1. Donc, ici, je vais essayer d'adresser le capteur.
Ici, je vais mettre S5 et valide. En bas du malaxeur, il y a un moteur qui permet d'incliner la cuve. Donc, je vais prendre toujours la souci. Je ne vais pas chercher. C'est un moteur à 50 triphasé à deux sens. Démarche. Donc, je cherche la rubrique moteur. Ici, je vais descendre. Je passe sur moteur. Je prends le premier. OK. Ici, je vais activer la rotation. Et je vais changer l'apparence du moteur. Donc, je vais dans représentation, style de remplissage, ombré. Je viens ici, je prends par exemple cette couleur verte ici. Et je réduis la fenêtre. Maintenant, pour l'animation de la rotation, je viens dans graphique. Ici, j'ai tant que je déroule, tant qu'il y a animé, il y a part. Je vais essayer de faire monter la fenêtre. Lorsque je pars dans Parts, il y a deux objets animés que je peux utiliser ici. Donc, je prends les deux cercles jaunes. Je vais leur donner la variable d'animation du moteur 2. Donc ici, je viens dans animation, je pars dans visibilité. Ici, je mets moteur 2 en rotation. Donc, le premier est visible, le deuxième est invisible. Ici, je vais mettre également moteur 2 en rotation. Mais cette fois-ci, il est configuré sur invisible. OK. Donc, les deux objets animés ici vont être positionnés sur le moteur. Maintenant, étant donné que c'est un moteur à deux sens de marche, je vais chercher un autre moteur qui a une autre couleur pour matérialiser ça. Donc, le premier moteur, c'est celui-ci. Il n'est pas configuré. Les deux autres auront leur couleur pendant la simulation. Donc, pour le premier, je vais mettre KM21 parce que c'est le contacteur qui gère le premier sens et je vais lui donner une couleur. Donc, je pars d'abord dans propriété, je vérifie qu'il est configuré au style de remplissage ombré. Je viens dans animation, je pars dans représentation. Ici, c'est KM21. Donc, ici, je vais mettre KM21, couleur verte. Et lorsque c'est KM22, c'est couleur orange. Ici, je vais mettre la couleur orange. Maintenant, pour la visibilité, je viens ici dans affichage, je configure la visibilité. Lorsque j'aurai KM21, lorsque j'aurai KM22, le moteur sera visible. Lorsque j'aurai KM21, c'est plutôt celui-ci qui sera visible. Ici, j'ai KM21 et en bas, j'ai KM22. OK. Donc, je bouge d'abord le moteur ici et je positionne les deux que j'ai configurés. Je vais essayer de trouver l'espace ici. Je rapproche celui-ci. Donc, toujours en utilisant la méthode des coordonnées, je vais positionner le moteur sur celui-ci. Ou alors, je peux passer par le raccourci. Je fais alignement vertical et alignement horizontal. Donc, étant donné que le dernier moteur, c'est celui-ci, il n'a pas été configuré, donc je vais le positionner comme ceci. Et je vais également l'aligner avec le reste. Maintenant, pour les objets animés, je sélectionne les deux. Je fais la même chose, alignement vertical et alignement horizontal. Je positionne ça sur la carcasse du moteur. J'active, je mets ça en avant-plan. Donc, une fois que c'est fait, je vais donc nommer le moteur si il s'appelle M2. Donc, si je vais mettre M2. OK. Donc, maintenant, pour symboliser l'inclinaison de la cuve, une fois que le mélange sera terminé, je vais venir dans l'outil. Je vais prendre par exemple cet outil dans objet de base. OK. Donc, je vais essayer de dessiner un arc ici. Je vais faire comme ça. OK. Donc, ici, je vais tout simplement augmenter la taille. Donc, j'augmente la taille des bordures. Je mets ça par exemple à 10. Donc là, je mets ça à 10.
Ça permet de matérialiser. Ici, je vais essayer de réduire ça comme ça. Donc, je vais maintenant changer la couleur de fond. Je mets la couleur de fond en ça en jaune. La couleur jaune, si je pense que ok, donc, ça peut aller. Pourquoi pas la couleur bleue? Parce que j'ai oublié de sélectionner l'objet. Et je mets la couleur bleue. Oui, on peut laisser cette couleur bleue ici. Ok. Donc, ici, il ne reste plus que le capteur S4. Donc, je vais copier tout ça. Et j'active la rotation. Je fais l'effet miroir. Comme ceci. Ok. Je vais mettre S4 ici derrière. S4. Donc, chaque fois que S4 sera pressé, on aura l'étape 6 qui va s'activer. Donc, S4 est pressé lorsque l'angle d'inclinaison maximale de la cuve a été atteint. Donc, c'est à ce moment que ça vient presser le capteur S4. Donc, je vais tourner S4. Je vais venir ici, activer la rotation sur S4. Donc, il faut que la tête y regarde de haut pour que lorsque le capteur soit pressé, que la cuve remonte. Donc, que le moteur tourne dans le sens inverse en fait. Ok. Donc, maintenant, il reste le pupitre de commande. Pour le pupitre de commande, on nous a demandé de mettre un bouton marche DCY, marche DCY, arrêt AT, produit X ou Y. Donc, je vais insérer mon pupitre de commande quelque part ici. Je viens dans rectangle. Donc, on a plusieurs boutons de commande, de S1, de S0 jusqu'à S5. On a un commutateur X ou Y avec deux boutons. Donc, ici, je vais essayer d'agrandir. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais changer la couleur de fond du pupitre de commande. Je mets par exemple cette couleur verte ici. Je pense que le choix de la couleur est crucial. Ok, donc mettons cette couleur violette. Ici, on a notre bouton de marche. Donc, je prends un bouton ici, je glisse comme ceci. Donc, ici, je marche DCY. Je vais essayer de réduire ça comme ceci. Et je vais mettre la taille des caractères, par exemple, à 19. Après marche DCY, qu'est-ce que j'ai? Je prends un voyant ici. J'augmente la taille des bordures, je mets par exemple à 3. Et la couleur de fond, je mets la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la couleur de fond de ce voyant. Et je viens dans propriété. Je pars dans plein, comme style de remplissage. Et je lui donne la couleur verte ici. Donc, prenons plutôt cette autre couleur verte. Ok. Donc, d'ici, je peux également configurer le voyant de marche parce que je vais venir dans animation. Je vais aller dans représentation. Et ici, je dois prendre... revenons un peu dans main OB1. Lorsqu'on est dans main OB1, pour la gestion des voyants, ici on a voyant marche arrêt cycle. Donc pour le bouton, pour la marche du cycle, il faut tout simplement que la bobine ci soit excitée. Donc il faut que voyant marche cycle soit 1. Donc je vais venir ici dans vue. Je vais prendre la variable voyant marche ou arrêt cycle. Et je vais dire que chaque fois que cette variable a 1, tu me changes la couleur de son background. Tu mets la couleur verte. Et pour l'arrêt cycle, ça sera uniquement lorsque la variable là sera à 0 en fait. Ok. Donc ici, pour arrêt cycle, je vais prendre d'abord la variable ACY. Voyant marche arrêt. Ok. Donc ça, c'est pour l'arrêt du cycle ici. Je vais dire que chaque fois que l'état de son bit est à 0, reste au rouge. Et lorsqu'il est à 1, revient au blanc.
Ok. Donc, maintenant pour la couleur de fond du bouton, je viens ici tout simplement, je mets la couleur rouge. Aïe, aïe, aïe. Il a changé la couleur de fond du voyant également. Pourtant, je voulais changer juste pour le bouton parce que j'avais sélectionné les deux. Donc ici, c'est uniquement pour le bouton que je veux changer. Donc ça, c'est arrêt AT, d'après le cahier des charges. Arrêt AT. Ok. Donc là, je viens de définir avec ces deux boutons, marche et arrêt AT. Donc, étant donné que les deux sont des événements, je vais les configurer à presser, relâcher. Donc, mise à 1 du bit pour presser et remise à 0 du bit pour relâcher. Donc, j'aurais dû faire même ça pour départ cycle avant de venir faire pour arrêt cycle. Bon, c'est déjà fait, il n'y a pas assez de boutons. Donc, ici, je clique sur arrêt AT. Je fais également mise à 1 du bit. Et ici, sur relâcher, je vais faire remise à 0 du bit, RAZ du bit. Ici, j'ai arrêt cycle. Et ici, j'ai également ACY. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai 6 capteurs. Donc, j'ai des capteurs qui vont de S0 jusqu'à S5. Ça fait 6 capteurs. Je vais essayer de les positionner ici comme je peux. Donc, je vais venir dans éléments, je prends les boutons. Donc, ici, je vais prendre... Je vais mettre S0. S0. J'essaye d'agrandir. Donc ici, au niveau de la taille des caractères, je peux mettre ça à 19 ou à 21. J'essaye de réduire ça comme ceci. Ok, donc je vais configurer le premier bouton et faire la recopie pour le reste. Donc je configure ça avec inverser bit. Ici, c'est la variable S0. Et au niveau de l'animation, je vais dire que chaque fois que l'état logique de la variable S0 est à 1, change le fond d'écran et tu passes au vert. Ok. Donc c'est un peu ça. Pour la couleur par défaut du bouton, je viens dans propriété, je viens dans motif de remplissage, plein, je déroule ça. Et ici, je vais prendre par exemple cette couleur verte. Bon, c'est une couleur qui n'est pas bien visible. Cette couleur bleue également n'est pas bien visible. Celle-ci, par contre, a l'air d'être un peu bonne. Bon, prenons la couleur orange. Peut-être la couleur marron. Oui, cette couleur-ci, elle est bonne. Ok, donc je fais la recopie. Avec la touche contrôle, je fais encore la recopie comme ceci. Ok. Donc, je vais sélectionner ces trois boutons-ci. Je vais également descendre avec comme ceci. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je peux faire l'alignement vertical. Je fais également l'alignement vertical. Et enfin, je fais l'alignement vertical ici. J'essaye de déplacer ceci. En bas, j'aurai un commutateur. Donc, je prends un switch ici. J'essaye d'agrandir. Le texte qu'il y aura sur le switch, je viens ici dans Général. Ici, le titre du switch. Je mets produit X ou Y. Je valide. Au niveau du off, je mets produit Y. Là, j'ai mis Y deux fois, je valide. Ici, je mets produit X. Je valide également. Et ici, je vais aller importer la variable X. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que Y, c'est le complément de X. Donc, si je configure déjà X, ça veut donc dire que j'ai configuré Y. Donc, je vais venir ici dans représentation. Je change la couleur. Motif de remplissage, légende. Ok. La couleur de la légende, c'est la couleur des écritures qu'il y a au-dessus du switch. Donc, ici, j'ai mis produit X ou Y. Donc, si je change la couleur, si je mets la couleur noire, ça va mettre la couleur noire sur le caractère qu'il y a là-bas. Le texte qui est à l'intérieur, je mets également la couleur noire. Maintenant, position, commutateur. Ça sont les couleurs. Par exemple, position on, je peux changer la couleur. Position off, je peux également changer. Donc, ici, je vais mettre la couleur jaune.
Et pour le deuxième, en mettant la première couleur jaune C. Et ici, je mets la couleur verte. OK. Donc, je vais également augmenter la taille. Il y a les rayons d'angle ici que je peux mettre à 5. Pour la taille, je mets par exemple à 21. Donc, lorsque je mets à 21, il y a certains caractères qui sont perdus. Je peux revenir à la taille 17. Donc, ici, j'ai produit Y et produit X. OK. Donc, je reviens maintenant sur le code ici, au niveau du main OB1. Vous allez remarquer que pour le switch, j'ai pris uniquement la variable X. Donc, lorsque je reviens ici, ici j'ai S1 et Y. Donc, je vais prendre plutôt le complément de X ici. Donc, ça, c'est X bar. Ça permet d'activer l'étape 10. Maintenant, je reviens sur la vue 1. Je mets les variables internes des capteurs. Donc, ici, j'ai S0 jusqu'à S6. Je vais d'abord nommer tout ça. Donc, ici, j'ai S1. Ici, j'ai S2. Ici, j'ai S3. Ici, j'ai S4. Et ici, j'ai S5. OK. Maintenant, pour S0, j'ai déjà mis la variable interne. Pour S1, ici, je viens changer. Je mets S1. Ici, je viens mettre S2. Ici, je mets S3. Ici, je mets S4. Ici, je mets S5. Et maintenant, pour les animations, je reviens ici sur la table des animations. J'ai fait S0. Ici, je mets S1. Ici, je mets S2. Ici, j'ai S3. Ici, j'ai S4. Et ici, j'ai S5. OK. Donc là, je viens de configurer tous mes boutons pour soi et tous mes capteurs. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il ne reste plus que les variables graph7. Donc, ici, sur le graph7, bon, je vérifie d'abord sur les capteurs S4 et S5, si j'ai associé les variables qu'il faut. Ici, j'aurai S4 à la place de S2. Donc, ici, je vais mettre S4. Ici, c'est S5. Ici, c'est S0. Ici, c'est S3. Ici, c'est S2. Et ici, c'est S1. OK. Maintenant, pour les électrovannes, ici, c'est EVD. Donc, ici, j'ai plutôt mis EVB. Pourtant, c'est EVD. Ici, c'est EVC, EVB. Et ici, on a EVA. OK. Donc, je crois que j'ai fini avec tout ça. Je viens maintenant sur le graph7. Je vais mettre les voyants et les rectangles pour les actions. Donc, les voyants, c'est pour les étapes. Donc, je prends les cercles ici. Donc, chaque fois qu'une étape sera active, ça sera matérialisé par ce cercle-ci. Donc, je double-clique ici. Je prends la variable graph7. Dans représentation, je mets graph7. Ici, je mets le numéro de l'étape qui sera active et je change sa couleur de fond. OK. Donc, ici, j'ai mis la couleur verte. Maintenant, ici, je vais activer le clignotement. Donc, chaque fois qu'une étape sera active, le voyant là va clignoter en fait, jusqu'à ce qu'on passe à l'étape suivante. Donc, parce que lorsque c'est en train de clignoter, ça alerte plus, comment dirais-je, ça attire plus l'attention. Donc, ici, je viens dans propriété, je change la couleur de fond, je mets la couleur blanche et je valide, je fais la recopie. Ici, je mets étape 1. OK, donc je vais mettre les numéros des différentes étapes au niveau de chaque voyant. Donc, ici, j'ai 1, ici, j'ai 2, ici, j'ai 10, ici, j'ai 3. Je continue, ici, j'ai 4, ici, j'ai 5 et enfin, j'ai l'étape 6. OK, maintenant pour les actions. Pour les actions, ici, je vais mettre des rectangles pour matérialiser le déroulement des actions. Donc, ici, je mets ce premier rectangle-ci.
Je vais changer sa couleur de fond, couleur blanche toujours. OK. Et au niveau des animations, ici c'est EVA. Donc ici je vais prendre EVA. Donc chaque fois que EVA est à 1, la couleur de fond est orange. Donc ici je vais essayer de descendre légèrement avec ça. OK. Donc je fais la recopie pour les autres actions. OK. Donc une fois que j'ai positionné mes différentes actions, je peux donc associer les variables qu'il faut à chaque action. Donc ici, c'est plutôt EVB. Ici, c'est EVC. Ici, on a EVD. Ici, on a KM1. Ici, on a KM21. KM21. Et enfin, on a KM22. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Et je vais les faire disparaître de l'IHM tant qu'on n'a pas simulé. Donc ça doit être visible uniquement lors de la simulation. Donc je sélectionne tous les différents champs que j'ai ici. Et je viens dans propriété, je réduis la largeur des bordures à 0. Donc ça va faire disparaître ça ici. Et c'est uniquement lors de la simulation que ça sera visible. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Et lorsque j'ai enregistré le projet, il y a celui-ci que j'ai oublié de ramener à 0. Donc je clique sur enregistrer. Je pars d'abord lancer la simulation côté PLC avant de revenir lancer la simulation côté IHM. Donc on vient dans main OB1. On démarre la simulation. Et on démarre la simulation quand PLC n'est pas encore ouvert. Quand c'est déjà ouvert, on charge juste le code dans l'automate. Ok, donc je vais aller lancer la simulation côté IHM. Donc, je viens dans vue 1. Ça, c'est un PC système, je veux dire. Je lance la simulation. Ok, donc ici, on me dit que c'est l'étape 0 qui est active par défaut. Je vais aller désactiver le mode plein écran. Je reviens ici. Je pars dans paramètres runtime. Je vais désactiver le mode plein écran. Donc, je vais fermer d'abord ça. Je ferme d'abord la fenêtre de WinCC. Et je relance la simulation. Ok. Donc, pour simuler mon graph7 ici, on me demande de cliquer sur DCY pour lancer le cycle. Et lorsque je vais cliquer sur DCY, il y aura l'électrovanne EVA qui va s'ouvrir. Donc, je clique sur marche DCY. Et là, je constate que je suis déjà à l'étape 4. Ça veut dire que S0 est déjà maintenu à 1. C'est un problème. Donc, ici, vous allez constater que l'action associée à l'étape 4, ce qui s'appelle KM1 et tempo de 15 secondes, n'a pas été bien programmé. Donc ici, j'ai plutôt comparé le graph7 à l'étape 1. Donc du coup, ça a créé un problème lors de la simulation. Là, je viens de corriger. Je vérifie une fois le reste. Donc ici, j'ai l'action associée à 6, 5, 4, 3. Ici, c'est 10. Ici, c'est 2 et 1. OK. Donc, je peux revenir donc charger le code dans l'automate. Je réinitialise la simulation. Je reviens dans WinCC. Donc, je teste DCY. Et lorsque je clique sur DCY, je passe de l'étape 0 à l'étape 1. Ici, il y a un souci sur le graph7. Normalement, ici, c'est ACY tout simplement. Il n'y a pas S5. Donc, je vais corriger ça rapidement avant de revenir. Donc, ici, si on clique sur S5, vous allez voir qu'on revient à l'étape 1 directement. Et d'ici, on peut prendre la deuxième branche.
Donc, avant de venir corriger cette erreur, ici, il n'y a plus S5. Parce que si on appuie sur S5, même avant de cliquer sur ACY, ça sera déjà revenu à l'étape 1. Donc, ici, sur cette branche, c'est juste arrêt cycle. Donc, je viens sur le graph 7 rapidement. Je passe dans réceptivité. Ici, je vais effacer S5. Je laisse ACY et je valide. OK. Donc, c'est plutôt ce graph 7 que je vais importer là-bas. Donc, je vais essayer de reprendre la capture. Je reprends la capture comme ceci. Ou alors, je pense que c'est plutôt mieux de revenir dans l'IHM ici. J'essaye de cacher ça. OK. Donc, je vais essayer de cacher S5 avec un rectangle. Je vais cacher ça comme ceci. OK. Donc, je change tout simplement le fond du rectangle. Je vais mettre le fond blanc. Et je mets la largeur des bordures à 0. Ici, je mets le fond blanc. Et je mets la largeur des bordures à 0. La taille des bordures, autant pour moi. OK. Donc, ici, il n'y a que ACY. Donc, c'est un peu ça. Et je vais modifier le graph 7 que j'ai au bureau. Si je pense sur nouveau, je fais une nouvelle capture d'écran. Enregistrer sous malaxeur de mélange. OK. Donc, je vais remplacer ce que j'ai au bureau. Ici, j'enregistre. Et je vais reprendre ma simulation. Donc, ici, je clique sur enregistrer. Je redémarre la simulation. Je bascule PLC Sim en mode stop et run pour réinitialiser le graph 7. Et je réduis cette fenêtre de tiers portal. OK. Je regarde la variable arrêt cycle. Ah, OK. En réalité, le bouton arrêt ATC est différent de ACY. Donc, c'est ça qui crée le problème ici. ACY, c'est une variable à part. Donc, ici, je vais essayer d'agrandir le rectangle pour mettre ACY. Donc, ici, je vais mettre arrêt ACY. Bon, mettons tout simplement ACY ici. Et on part dans propriété, événement. Ici, je désactive arrêt cycle. Oui, c'est aussi un bouton. C'est un bouton pressé relâché. Ici, je mets arrêt cycle. OK. Maintenant, pour les objets animés, ici, il y a un objet animé qui ne tourne pas. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça. Ah oui, je n'ai pas configuré la visibilité des objets animés. Donc ici, je vais rapidement déplacer ça comme ceci. Je configure la visibilité du premier. Donc, je pars dans visibilité. Ça, c'est turbinage. Oui, ça, c'est turbinage. Turbiner mélange. Turbiner mélange. Celui-ci, quand il sera à 1, il sera invisible. Et quand il sera à 0, il sera visible. OK. Ici, je mets également turbiner le mélange. Celui-ci, quand il sera à 1, il sera invisible et l'autre sera visible. OK. Donc, je prends les coordonnées du premier ici. Je pars dans propriété. Je pars dans mise en page. Ici, j'ai 998, 415. Je donne les mêmes coordonnées à celui-ci. 998 et 415. OK. Donc là, ça va me permettre de bien gérer l'animation de ce monsieur, en fait. Donc là, je clique sur enregistrer le projet. Et je reviens ici, je lance la simulation. J'arrête d'abord l'ancien. Donc, je mets mon PLC Sim en mode stop run. Et je relance la simulation. Donc, à l'étape initiale, on n'a rien qui se produit. Donc, on a tout simplement le voyant ici qui est en train de clignoter. Il attend tout simplement le départ du cycle. Donc, si je clique sur marche DCY, on passe de l'étape 0 à l'étape 1 qui est ouverture de l'électrovanne A. Donc, on a l'électrovanne A ici qui est bel et bien ouverte. Et il peut donc passer de l'étape 1 soit à l'étape 2, soit à l'étape 10. Donc, si mon commutateur est positionné à produit Y, ça veut donc dire que c'est configuré à X bar dans le code. Donc, il me suffit simplement de cliquer sur S1 pour passer à l'étape 10.
OK. Donc, lorsque je clique sur S1, je passe à l'étape 10 et l'électrovanne C s'ouvre. Donc ici, on a déjà deux produits qui sont déversés dans la bascule des paysages, le produit 1 et le produit Y. Donc si je clique maintenant sur S3, je vais passer à EVD, qui est ouverture de l'électrovanne D. Donc le capteur S3, c'est le capteur qui nous donne l'information sur le seuil du produit Y atteint. Donc ici, je peux donc presser S3, je relâche S1. Je passe donc à l'étape 3, qui est ouverture de EVD. Donc lorsque EVD est ouvert, je peux donc cliquer sur S0 pour nous indiquer que la bascule de paysage est vide. Donc l'ouverture de cette électrovanne a entraîné la vidange de la bascule de paysage. Donc une fois que cette bascule de paysage est vide, on peut donc lancer le mixage ou alors le malaxage du produit. Bon, je désactive S3, j'active S0 et vous voyez pertinemment que le produit est en train d'être malaxé par le malaxeur. Donc ce travail se fera pendant 15 secondes et après 15 secondes, on va donc activer ce moteur-ci. Le moteur M2 est donc actif pour pouvoir incliner l'ensemble et le déverser dans un bac. Donc en réalité, le symbole bleu que j'ai mis ici, c'est juste pour dire que le moteur s'y tourne pour incliner cette cuve-ci et déverser le mélange. Donc le capteur S4 est positionné de telle sorte qu'il correspond à l'angle d'inclinaison maximale qui permet de déverser entièrement l'ensemble. Donc c'est en fait ça. Et ça, c'est un moteur asynchrone triphasé à deux sens de marche. Donc lorsqu'il incline cette cuve-ci, cette cuve de malaxage, il déverse tout l'ensemble et après il tourne dans le sens inverse pour ramener la cuve à sa position initiale. Donc initialement, S5 là est pressé, mais lorsqu'on le déplace pour S4, lorsqu'on revient avec lui avant qu'il presse encore S5. Donc c'est un peu ça. Donc ici, pour quitter donc de l'étape 5 à l'étape 6, il faut presser S4. Ici, je presse S4 et vous voyez donc que le moteur tourne dans le sens inverse matérialisé par cette couleur-ci que j'ai configurée. Et d'ici, je peux donc cliquer sur S5 pour reboucler le cycle ou alors sur ACY pour revenir à l'étape 0. Donc prenons par exemple S5. Si je prends S5 ici, je reviens ici à l'étape 1. Donc S5 ici, c'est la boucle automatique et ACY, c'est la boucle qui permet de réinitialiser le graph set, de revenir à l'étape initiale. Donc, ça veut donc dire quoi? Déjà que je suis à l'étape 1, je peux donc relancer avec la deuxième branche de cette divergence. Donc, pour lancer la deuxième branche de cette divergence, il faut que, que je bascule le commutateur à 1. Donc, ici, lorsque je bascule le commutateur à 1, ça veut donc dire que j'ai déjà choisi par défaut le produit X et il ne manque plus qu'à cliquer sur S1 pour passer à l'étape suivante. Donc, lorsque je clique sur S1, je passe à l'étape 2 et l'électrovanne B s'ouvre. Donc, j'ai déjà deux produits dans la bascule des paysages. Je presse S2 pour dire que le seuil du produit X est atteint. Donc, je peux ouvrir dans l'électrovanne D pour vider la bascule des paysages. Lorsque je vide cette bascule indiquée par le capteur S0, je peux donc lancer le malaxage du produit. Le malaxage du produit se fera pendant 15 secondes. Et après 15 secondes, on va donc incliner la cuve pour déverser l'ensemble. Donc, cela est matérialisé par le moteur M2. Donc, M2 se met en marche. Donc, généralement, dans ce genre de système, le moteur couple un réducteur de vitesse qui va lui permettre d'augmenter son couple et déplacer la charge. Donc, ici, je peux donc cliquer sur S4. À S4, j'active KM22 et le moteur tourne dans le sens inverse et le cycle recommence. Donc, actuellement, je suis à l'étape 6 et pour revenir à l'étape 0, il faut cliquer sur ACY. Lorsque je clique sur ACY, vous voyez bien que le cassette revient à l'étape initiale et tous les actionneurs se réinitialisent. Ok, donc voilà grosso modo le fonctionnement de ce système. Je crois que j'ai fini avec la programmation. Ok, donc voilà le fonctionnement du malaxeur ainsi programmé dans Tia Portal avec une bonne supervision du côté IHM. Donc j'invite tout un chacun à reprendre ce tutoriel. Tous ceux qui ont l'habitude de me suivre sur YouTube, je vous exhorte de reprendre ce tutoriel. Ça va vous permettre de bien maîtriser l'outil IHM parce que l'outil IHM, c'est tout un autre travail. Vous pouvez bien savoir programmer les automates, mais au niveau de l'IHM, il y a beaucoup de configurations qu'il faut apprendre à faire et ça permet de gagner en temps, de pouvoir faire un projet de 10 heures de temps en 1 heure de temps. Donc, ça permet de gagner en temps et d'avoir de l'expérience. Ok, donc merci à tous ceux qui m'ont suivi et on va se dire à la prochaine.